Bonjour et bienvenue à l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci de rester fidèle aux médias leaders Truth TV et Watt FM sur lesquels vous nous suivez en direct et en simultané. Nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi ce matin, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Avara. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vara, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. C'est un secret de polichinelle. Le ministre en charge de la réconciliation nationale, Jefferin Diabré, a rencontré à Abidjan le 5 mai dernier l'ancien président Blaise Compaoré. Une rencontre qui a été très peu ou pas médiatisée. Discrétion ou stratégie de communication, le sujet est enrôlé pour la présente convocation. Nous allons également nous intéresser à l'actualité tchadienne avec la visite du président du CMT, le général Mahamat Idriss Déby, qui actuellement, comme je l'ai dit, est au Niger. Une visite pour remobiliser les troupes dans la lutte contre le terrorisme. Nous allons également avoir le regard des juges sur ce sujet-là, mais avant, nous allons comme d'habitude ouvrir cette émission avec la première fenêtre, les avant-propos. Alors, monsieur les juges, vous avez la parole. On commence avec vous, juge Bougma. Merci. Mon avant-propos va concerner un extrait du journal du dimanche JDS de la télévision Truth TV qui a fait le tour de la toile ce week-end et qui continue d'ailleurs de faire le tour de la toile s'agissant de la sortie de M. Claver Yamego, qui est réalisateur cinéaste burkinabé et qui vit au Japon. Je reprends, il dit: j'ai proposé d'enseigner les dessins animés gratuitement dans les établissements d'enseignement ici au Burkina Faso. J'ai déposé mes dossiers partout, même dans les institutions, mais personne n'a répondu au dossier, ne serait-ce que par un appel. Finalement, je suis allé en Côte d'Ivoire et sur 7 dossiers déposés, dès le lendemain, 6 ont répondu. 2 universités ont tout de suite accepté mes formations qui étaient gratuites, mais ils ont décidé de me payer. Je rêve de faire une nouvelle industrie du cinéma dans mon pays, le Burkina Faso, une école de beaux-arts. Fin de citation. Je dis bien, c'est la sortie de M. Claver Yamego, réalisateur et cinéaste burkinabé vivant au Japon. En tout cas, pour ceux qui connaissent très bien le domaine des effets spéciaux, surtout des bandes dessinées, il n'est plus à présenter. C'est ceux qui ne sont pas du domaine qui le découvrent, il y en a qui le connaissent déjà bien. Effectivement, bon, moi, il y a beaucoup qui sont indignés, qui sont choqués par ce qui se passe. Et puis donc là, les commentaires, effectivement, vont bon train. Et donc, mais qu'est-ce qui étonne? On n'est pas prêt. C'est le pays où on n'est vraiment pas prêt pour les réformes. On n'est pas prêt pour le changement, mais en même temps, on veut le changement. Vous écoutez les gens, ils vous disent il faut que ça change, il faut que les uns et les autres changent, sinon ça ne peut pas marcher comme ça. Mais il faut tenter une once de changement au Burkina Faso. Il faut tenter une once de réforme au Burkina. Les mêmes diront: on a toujours fonctionné comme ça, c'est pas toi qui vas changer les choses. De toute façon, être dans tel siège de DG ou de ministre, c'est éjectable. Il y en a qui sont venus, qui ont plus de zèle que toi et qui sont partis. On les a vu passer ici. Ça va être la même chose et tu vas partir. Mais quand on connaît l'impact des dessins animés sur le quotidien des enfants, quand on prend le temps de regarder ce qui est servi comme contenu à nos enfants à travers les dessins animés, je pense que ça c'était une opportunité pour saisir, commencer à former nos jeunes aux valeurs culturelles et aux éléments de notre culture qui peuvent être adaptés aux dessins animés. Vous prenez l'histoire de la reine Poku, de Kiruku et autres. Vous regardez, quand les écritures des films, vous regardez, vous cherchez même, il y a combien d'Africains qui ont pris part dans les éléments. grosses productions. Oui, vous regardez, même ce qui est raconté comme histoire de l'Afrique, parfois c'est pas nous, Africains, qui avons été à l'origine ou qui l'avons fait. C'est encore ce que nous dénonçons d'être impérialistes, d'être ceci, d'être cela. C'est eux qui viennent encore, effectivement, pour faire ce travail. Donc, c'est à ne rien comprendre véritablement. Ce qui fait que je ne suis pas étonné d'une telle situation. Alors que si on par le bas, ces choses étaient déjà, on commençait à les initier. Eux-mêmes
eux-mêmes vont libérer leur génie pour créer des dessins animés adaptés. C'est comme ça également qu'on commence à tailler sa place dans le Conseil des Nations. Et le transfert de compétences, ou je ne sais pas moi qu'on demande là, ça ne dépasse pas ça. Ça ne dépasse pas ça. Donc, des gens sont indignés, effectivement, je suis tout à fait d'accord, mais moi j'ai vu le commentaire qui dit quoi, 2 commentaires qui dit toi-même tu as dit que tu as déposé tes dossiers et personne ne t'a contacté et c'est toi encore tu rêves de faire une industrie de cinéma ici. J'ai dit tu veux continuer de rêver ou bien tu veux réellement réaliser ce rêve? C'est un commentaire qui vient. Parce que même il dit qu'il veut installer une industrie. Quelqu'un vient en commentaire et lui demande, mon ami, ce que tu as vu là, c'est pas suffisant. Tu déposes ici, partout, on t'appelle par là-bas, tu as déposé 7. Le lendemain, il y a 6 qui ont répondu. 2 universités même t'appellent. Tu dis, tu vas faire gratuit. Ils disent, non, on va payer. Ils savent ce que c'est ça. Ils savent ce qu'il y a comme contenu. Donc, que les Occidentaux, colonisation, esclavage, oui, soient passés par là. L'impact des religions révélées soit passé par là. Tout à fait d'accord. Mais la réalité aussi, il faut que nous aussi on se remette en cause à un moment donné, qu'on accepte de bousculer certaines lignes, qu'on accepte que certaines réformes et intégrer certains programmes dans l'enseignement, ça va nous arranger. Et ça ne dépasse pas ça. Les arts plastiques, la musique sont enseignés dans les écoles ivoiriennes depuis la classe de 6e déjà. Sur le plan des arts, de l'art plastique et de la musique, pourquoi les Ivoiriens sont en avance? Il y a un travail qui est fait depuis la base. Oui, je vois. C'est ça, non? Il y a un travail qui est fait depuis la base. Mais ce n'est pas pour vanter un pays, c'est pas un sujet enrôlé. Mais pour des questions d'éducation, ça me passionne. Et quand je vois ces choses-là, et je vois que des chefs d'établissement ont regardé ça, n'ont même pas appelé. Alors que certains d'entre nous qui nous gouvernent ont étudié dans des pays où ils ont appris ça dès la base, j'ai dit ça révolte. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Du courage à M. Yamerogo qui continue de se battre. C'est sûr qu'à partir de maintenant, parce qu'il y a des chefs d'établissement, personnellement, j'ai dit bien qu'ils m'ont contacté, disent qu'ils veulent échanger avec pour voir si c'est possible de faire ça avec eux, mais dans quelles conditions. J'ai dit bon, déjà des lignes commencent à bouger avec certains de la jeune génération, mais c'est pas demain la veille, parce qu'on a une façon de faire, et pour la moindre réforme, vous pouvez même perdre votre siège pour avoir entamé une réforme, parce que les gens vous diront, on a toujours fonctionné comme ça, toi tu viens d'où? D'accord. Merci, juge Bougma. Alors, c'est presque un coup de gueule. Hein. Nous allons rigoler, c'est ça. Nous allons à présent écouter l'avant-propos de juge Vera. Oui, merci, Président. C'est vrai que l'avant-propos de Bernard Bougma, il est vraiment assez intéressant. Et Claver Yamerogo, quand vous écoutez son parcours, ça ne peut que, quelque part aussi, vous interpeller. Parce que n'oublions pas que c'est quelqu'un qui a une passion, l'a vécu, s'est donné les moyens de pouvoir être formé et puis après aussi un certain nombre de risques. Il a même eu une bourse burkinabé. Il est allé se former en France où il est sorti major de la promotion là où il était formé, mais tenez-vous bien, quand il est parti, quelques mois après, la bourse n'a plus suivi. Il était obligé de faire des petits boulots pour pouvoir joindre les deux bouts et terminer sa formation. C'est-à-dire, on pourrait dire d'une façon ou d'une autre que bon, c'est comme si on lui a repris, c'est fini quoi. On l'a laissé tomber. Mais dès qu'il a terminé, après être passé à Bruxelles et tout, où à chaque fois il termine parmi les premiers, il décide de revenir au Burkina pour tenter de partager cela avec la jeune génération. Mais ce qui ne passe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que je dis, c'est qu'à la fin, il ne se décourage pas, il revient quand même. Il dit il faut qu'il puisse mettre cela en place, sachant clairement comment les mentalités sont des fois, ou comment on a peur du changement, comme disait Bernard Bougma. Ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que ça prenne, parce que c'est quand même terrible de voir que des expertises comme ça, on les ait et qu'on ne puisse pas en bénéficier. Imaginez qu'il enseigne au Japon le dessin animé. Quand on dit Japon, c'est un monstre en matière de dessin animé. Quand vous voyez un Burkinabé, le pays des mangas, un pays, c'est-à-dire quand on a un Burkinabé qui va et qui enseigne, ça veut dire qu'il lui reconnaît son mérite. Mais pourquoi est-ce que chez nous on n'est pas capable de donner la place
même une petite place d'expression pour ces choses-là. Je pense que là, c'est pour ça aussi qu'on a ce journal du dimanche soir là, pour inviter ce type de profil, les faire connaître et puis partager aussi ces expériences-là. Moi, j'avais un avant-propos aujourd'hui, parce que ces derniers temps, on a tapé aussi sur, on va dire, notre gouvernement, de façon ou d'une autre, nos autorités, parce que quand on regarde avec les vidéos qu'on voyait qui circulaient, ça faisait quand même assez peur. Bon, on a des communiqués qui sont sortis. On parle d'une opération Ouni où une vingtaine de terroristes ont été neutralisés, 4 bases terroristes détruites et divers matériels récupérés. Un point et on nous dit que l'opération elle est toujours en cours. On a foi, en tout cas, en nos forces de défense et de sécurité. On sait qu'au front, ça ne badine pas. On sait qu'au front, ils risquent leur vie. Et on sait qu'au front, ils sont très engagés. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est toujours d'avoir ce type de résultats-là qui sont intéressants à entendre et qui ajoutent du baume au cœur. Mais ça n'efface pas la crainte qui est celle des populations aujourd'hui et qui constate de façon empirique qu'il y a un terrorisme qui est en train de gagner du terrain et qui est en train de s'asseoir. Ça, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Je pense que hier, le convoqué de Mansilla qu'on a reçu nous a, de façon implacable, donné la réalité d'un territoire burkinabé. Donc, je veux dire que on est conscient des efforts au front, mais ce qui est dit et ce qui devrait être entendu comme critique aujourd'hui, c'est que c'est bon, mais à ce qu'on voit clairement, c'est pas encore arrivé. Ça, c'est une réalité qu'il faut partager. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le pouvoir en place ou bien qu'on l'aime, ça n'a rien à voir. C'est une question d'offre et d'impact. Ça, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Je répète encore, le simple cas de Mansilla qu'on a eu, qui est un symbole de beaucoup d'autres localités du Burkina et qu'on a partagé ici hier, fait état de cela. On a envie que ces Burkinabés là aussi se sentent apaisés, se sentent en sécurité, et pour cela il faut partager le quotidien qui est le leur. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ça ne participe pas de rassurer. Je crois que c'est le message qu'il faut donner. Et on espère qu'on aura toujours ces résultats qui sont probants, ces résultats qui sont intéressants à entendre. C'était mon avant-propos. Merci, messieurs les juges. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, aussi bien à la télé qu'à la radio. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, et vous le savez très bien, Zéphirin Diabré de retour d'Abidjan, où il a pris langue avec les autorités ivoiriennes et l'ancien président Blaise Compaoré. Une rencontre qui s'est tenue loin des regards des journalistes. Alors, juge Bourgman, est-ce que vous avez compris un peu tous les mystères qui a entouré cette visite-là? Bon, oui, je comprends, parce que tout ne peut pas être médiatisé. Dans ces conditions, c'est très difficile, parce que c'est en même temps délicat compte tenu de ce qui se passe, délicat également compte tenu de la portée de la mission, parce qu'il n'est pas allé que seulement pour rencontrer les autorités ivoiriennes. Donc si c'était pour les autorités ivoiriennes que M. Diabré est parti, il allait certainement pas être seul. Parce que quand on parle de renforcement de la coopération entre les deux États, c'est ce qu'Alassane a dit à la sortie de l'audience. Si c'est pour le renforcement de la coopération entre les deux États, on a un ministère des Affaires étrangères de la coopération. Et puis, les différents axes de la coopération, vous prenez les axes de la coopération sur le plan de l'éducation, sur le plan de la coopération civile, militaire, commerce, enseignement, et j'en oublie, coopération sur la réconciliation nationale, vraiment. Que les deux ministres de la réconciliation se sont parlé par rapport à il y a quel conflit entre les deux pays. Non, il y a un problème d'hommes. Et comme ce ne sont pas des problèmes d'État, mais des problèmes d'hommes, c'est ce qui fait que, effectivement, je comprends que les choses se fassent de façon soft, de façon discrète. Il y a beaucoup de flou et de mystère autour. Parce qu'effectivement, si vous voulez parler de la coopération civile et militaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina dans certains de ces axes, bon, à grand renfort de force de presse, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les éléments du TAC étaient le comité de suivi, la commission de suivi était à Abidjan
en fin avril pour évaluer comment on appelle ça, la mise en œuvre des recommandations issues du traité d'amitié et de coopération. Et quelques jours, le ministre de la Réconciliation débarque à Abidjan avec un dossier, on dit que c'est pour le renforcement de la coopération. Comprenez que, alors que notre ministre des Affaires étrangères était là-bas, à côté du ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, et puis le communiqué final a été lu et tout, on a tout entendu. Et après, quel autre dossier de coopération M. Diabré est allé? Non, c'est des questions de personnes, c'est des questions qu'ils estiment sensibles ou délicates et ils ne peuvent pas porter ça sur tous les toits. Autrement dit, c'est une visite qui allait être donnée de voir à grand renfort de presse. Surtout que M. Diabré et Alassane Ouattara sont tous de la droite, donc ce sont tous des éléments de l'international libéral. Donc ce n'est pas le rapprochement sur le plan idéologique comme on appelle ça, entre les deux hommes qui manquent, ce n'est pas. Et puis bon, ce sont aussi des purs produits des organismes internationaux parce que chacun a plus ou moins roulé sa bosse à l'international. Donc ce n'est pas ces questions-là qui manquent entre les deux. Mais ici, il s'agit de dossiers qu'on qualifie de sensibles, qu'on qualifie de délicats, donc il ne faut pas faire du bruit tout autour pour faire capoter un certain nombre de choses. Connaissant aussi les Burkinabés dont les positions sont tranchées quand il s'agit de la question de la réconciliation nationale ou de la question Blaise Compaoré. D'accord. Alors, juge Va, c'est vrai que quand on écoute Zéphirin Diabré, au début de sa prise de fonction, il a été clair, le processus de la réconciliation nationale engagée se veut, je dirais, inclusif et même participatif. Beaucoup de ces activités se font à coup de renfort médiatique. Est-ce que vous avez compris justement le choix de cette stratégie-là de ne pas communiquer sur la rencontre avec l'ancien chef d'État Blaise Compaoré? C'est vrai qu'on le dit, choisir de ne pas communiquer, c'est aussi une autre forme de communication. Oui, mais c'est pour moi la réalité de ce que le dossier en lui-même il est très sensible. Et Blaise Compaoré, quand on aborde sa question, c'est un bon pan de notre vie récente, celle du Burkina Faso. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a que lui et 13 personnes sont poursuivis et normalement le tribunal militaire devait statuer sur leur dossier. Et on parle de quoi? C'est complicité de meurtre et celle de cadavre et puis atteinte à la sûreté de l'État, ce qui n'est pas rien. Donc on ne va pas voir un monsieur sur lequel il y a un genre d'épée de Damoclès avec des caméras comme si c'était le citoyen lambda qui avait quitté son pays et voilà, pour qui la contribution à la réconciliation nationale devait être triviale sans passer par d'autres chemins. Et pour ce qui est de Blaise Compaoré, il y a l'un des chemins sur lesquels beaucoup l'attendent, c'est celui de la justice. Donc on n'y va pas de la même façon. Ça pour moi c'est déjà assez clair et c'est toute la prudence forcément du ministre Zéphirin Diabré en la matière. N'oublions pas que lorsqu'on parle de procès et on parle de mort, il y a des parents de victimes, il y en a qui regardent. Donc ça ne sert pas de starifier et ça ne sert pas de faire beaucoup de bruit alors qu'on sait qu'il y en a qui vivent les choses autrement. Et puis on connaît le Burkina, on connaît les réalités, on connaît les sensibilités. Et quand on dit Blaise Compaoré, on sait aussi ce que cela a comme relais et on va dire affaires connexes. Donc du coup, je dis encore, c'est sensible et on comprend la démarche qui a été celle du ministre Zéphirin. Et puis n'oublions pas quelque chose aussi, c'est que c'est quand même la toute première rencontre entre Blaise Compaoré et un ministre depuis sa chute, un ministre burkinabé depuis sa chute. En tout cas, rencontre officielle. Donc c'est plein de symboles. Ça ne se fait pas comme, je le dis encore, quelqu'un d'autre. Ça ne pouvait être possible. Et puis, il y a la délicatesse des sujets qui vont être abordés. Et quand vous écoutez certaines révélations, par exemple, on veut dire que Blaise Compaoré était avec certains de ses proches. Il y avait qui était présent? Il y avait le président ivoirien. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a toute la délicatesse autour, sinon on n'aurait pas Alassane Ouattara qui participe à une rencontre pareille et qui soit présent. Et qui plus est, selon certaines indiscrétions aussi, le ministre n'est pas allé seul. Il était accompagné. Donc je veux dire que c'est un dossier qui est quand même assez sensible. Et
aujourd'hui, c'est un monsieur qui, normalement, on attend juste une date pour qu'un procès soit ouvert le concernant. Donc, comprenez. D'accord. Alors, Juge Bougouma, c'est vrai, Geoffroy l'a dit, compte tenu de la personne qui a été rencontrée et puis la délicatesse des sujets évoqués, il fallait aussi une certaine prudence. Mais d'aucuns estiment que cette prudence-là fait le lit de toutes les interprétations et des rumeurs. Même nous, hommes de médias, on parle de cette actualité avec beaucoup de pincettes. À la limite, on parle de cette rencontre au conditionnel. Effectivement, avec beaucoup de réserves. Et d'ailleurs, pour ne pas dire de prudence, compte tenu du flou artistique que je qualifie d'inutile autour de ça. Je ne vois pas l'intérêt de cacher que dans la démarche, M. Diabré a rencontré le président Blaise Compaoré pour parler de ses conditions de retour. C'est un choix politique. Le reste, vous assumez vos choix politiques. Peut-être que M. Compaoré ne voudrait même pas que des médias viennent, mais dans un communiqué, pour rendre compte au Burkinabé, parce que la mission a été effectuée au nom du Burkina et sur, comment on appelle ça, avec les frais du contribuable qui a droit à l'information, ne serait-ce qu'un communiqué pour dire que lors de son séjour, le ministre de la Réconciliation nationale a rencontré l'ancien président Blaise Compaoré et il a été question de ci, de ça. Il y aurait des réactions, vous assumez votre posture. Parce que quelqu'un, pendant sa campagne, a dit, si je suis élu, 6 mois, je fais venir Blaise Compaoré. Ça a été fait au vu et au su de tous. Et d'ailleurs, chaque jour, quand il s'élève, il compte. Nous sommes quelques mois après. Donc, dans les 6 mois qui vont venir, les gens vont demander compte au président, avoir promesse de faire venir. Les proches du président Blaise Compaoré vont lui demander. Ceux qui font la veille citoyenne vont demander, parce qu'il y en a qui font la veille citoyenne et qui sortent le baromètre sur ce qui a été réalisé ou non, sur les promesses électorales et tout. Donc, le président a attendu sur sa parole qu'il a donnée pendant la campagne électorale. Maintenant qu'il commet son ministre de la Réconciliation nationale, qui a commencé les démarches, c'est de dire, s'inscrivant dans la promesse du président, c'est dans cette logique qu'il est allé rencontrer M. Diabré. Vous assumez votre choix. Je dis bien choix politique. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a rien à cacher au Burkinabé. Parce que le discours que le président devenu candidat et ensuite président par la suite, dans son discours ce soir, dans son discours d'investiture, ou son adresse au Burkinabé lors du nouvel an 2021, il n'a pas fait mystère. Il a même dit que la réconciliation qu'il entend, c'est celle qui va aller au-delà de la réconciliation entre des personnes, entre des arrangements entre des personnes pour bâtir un Burkina Faso solide, donc à partir d'éléments structurels et non conjoncturels. Il a dit. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Et Herman Yameogo, qu'on le veuille ou pas, qui a quand même une lecture politique suffisamment poussée, a su lire ce qu'il estime sur les lignes, entre les lignes, que bon, quand le président parle de telle façon, il renvoie à la justice transitionnelle. Il est même allé parler de possibilité de justice transitionnelle au Burkina. Donc, on n'a pas besoin encore de mouton dans cette affaire. Vous avez pris une option, il faut le dire clairement. Maintenant, si on pourrait dire que le discours a été la lecture de Maître Herman Yameogo, nous pouvons lui concéder. Mais là, il y a un ministre qui a quitté Ouagadougou, cartable, mais pour aller rencontrer le ministre ivoirien de la Réconciliation, Kakabe, qui rencontre le président Blaise Compaoré, en présence du président ivoirien, et après cette rencontre, maintenant, qui rencontre également le président ivoirien. C'est-à-dire, il y a des conditions qui ont été données, peut-être des gages et tout. Donc, la pression sur les autorités burkinabées pour faire venir rentrer le président Blaise Compaoré, ce n'est pas seulement à l'intérieur, donc aussi à l'extérieur. Donc, Ouad est rentré, ATT est rentré, et j'en oublie. Donc, est-ce que la Côte d'Ivoire se prépare à faire rentrer Gbagbo? Il y a même une rencontre pour régler les questions sécuritaires par rapport à son retour, tout ça. Donc, ici, je dis bien, on a des hommes politiques peut-être qui ont une autre façon de faire, c'est aussi le Burkina. Parfois, on cache des choses pour rien. D'un point de vue ça, on n'a pas besoin de cacher ça. Les Burkinabés savent que si M. Diabré est parti, c'est le dossier Blaise Compaoré et compagnie qui sont à Abidjan. Ce n'est pas pour autre chose. Parce qu'il n'y a pas eu longtemps, sur le plan sécuritaire, les ministres de la Défense également se sont parlé par rapport à comment régler la question du terrorisme entre la Côte d'Ivoire et le Burkina au niveau des frontières. Donc là aussi, on en a, c'était médiatisé. Donc si M. Réconciliation part, il n'y a pas de mouton là-dedans. C'est vrai.
Donc, parce que les dossiers dont il est question ne sont pas aussi des dossiers Mouta, le dossier Thomas Sankara, le dossier Norbert Zongo, le dossier, maintenant dossier de l'insurrection populaire. Comment Blaise rentre ces questions-là? C'est d'assumer de dire on a rencontré Blaise Compaoré, on a parlé de si. Même si vous ne voulez pas rentrer sur certains détails, au moins le Burkinabé ne va pas supputer sur la rencontre qui a eu lieu. C'est ça aussi la transparence. De mon point de vue, si la mission était, parce qu'une mission effectuée sur les frais du contribuable burkinabé, parce que vous êtes parti au nom de la République, le Burkinabé a droit à l'information. Même si certains détails ne vont pas lui être livrés, participez également, parce qu'il n'y a pas un État sans mystère, il n'y a pas un État sans secret. Un État qui n'a pas ces éléments-là ne vit pas. Parce que quand toute la République aussi est dehors, parce que le mythe aussi du pouvoir, c'est des choses, voilà, mais ces choses-là, je ne pense pas que dire qu'on a rencontré Blaise Compaoré participe des mythes. Non. D'accord. Alors, juge, vous l'avez rappelé tantôt, c'est une première pour un membre du gouvernement dans le cadre d'une rencontre officielle avec Blaise Compaoré. Au-delà de la forme, on a parlé un peu du mystère qui a entouré cette visite, pas de médiatisation, ou en tout cas très peu médiatisé, mais c'est quand même un grand pas qu'on vient de franchir dans le cadre de la réconciliation nationale. Un grand pas. Bon, c'est sûr que déjà c'est des jalons qui sont en train d'être posés. Maintenant, forcément, on comprend qu'avec Blaise Compaoré, c'est entrevoir son retour, c'est discuter de peut-être sa volonté de se mettre à disposition pour être jugé, parce que c'est deux choses qui vont ensemble. Donc ça veut dire que s'asseoir et commencer à discuter de cela, ça veut dire qu'il y a des champs de possibles. Donc dans ce sens-là, on pourrait dire oui, il y a une avancée sur la question de la réconciliation, mais la réconciliation, c'est pas que Blaise Compaoré. Il y a beaucoup de sujets. Je pense que lorsque Zéphirin Diabré, le ministre lui-même, élaguait plutôt, il grenait ce qu'on avait comme dissension au fil de notre histoire, il les avait lui-même catégorisés. Ça part jusque dans des conflits qu'on a ethniques et autres. Et ça, c'est réconcilier les Burkinabés entre eux. C'est pas certains Burkinabés, c'est pas seulement ceux de la sphère politique. Il y a beaucoup d'autres dossiers qui sont assez intéressants. Allons et parlons de Arbinda, allons et parlons de beaucoup d'autres éléments qu'on a eu ici. C'est pas Blaise Compaoré, c'est pas forcément un homme politique que vous mettrez dedans en termes de cause ou de causalité, non. C'est qu'il y a des choses à revoir. Donc, je veux dire, c'est vrai, si c'est un dossier emblématique, on se rend compte qu'il y a des pas qu'on est en train de faire, mais la réconciliation, ça ne sera pas que ça. Si c'est que concernant les personnes politiques qui ont, pour la bagarre, pour arriver à causer à monsieur le fauteuil, ne se sont pas entendus, se sont fait des entourloupes, si c'est ça qui est la réconciliation, c'est qu'on n'aura rien compris. Mais ça y participe, et puis je pense que ce sont aussi des oppositions symboles qui, lorsque on parvient à les élaguer, donneront aussi de façon symbolique les avancées qu'on aura. Mais ça ne sera pas que ça, et ça il faudrait qu'on le retienne. Et puis pour revenir sur le premier point que nous abordions, j'ai dit que la rencontre avec Blaise Compaoré, on comprend que il y avait toute la délicatesse à l'aborder. Et je pense que le choix de la non-médiatisation se comprend. Mais je suis d'accord qu'on devrait au moins avoir un communiqué. On ne devrait pas attendre que ce soit RFI qui nous décrive une photo de Blaise Compaoré et de Zéphirin. On parle d'un Blaise Compaoré avec le regard, j'oublie les termes qu'ils ont employés, mais vous allez sur les sites de RFI, vous le retrouverez encore. Ou bien que ce soit un peu à demi-mot la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, qui nous en informe. Je pense qu'on aurait dû avoir un communiqué officiel de cette rencontre-là. Pas qu'on demande d'avoir le contenu de ce que chacun s'est dit, mais au moins que ce soit tenu pour dit, qu'il se soit vu, et que en la matière, il y a quelque chose qui est enclenché. Je crois que ça, c'est le minimum qu'on nous doit. Ça, c'est le minimum qu'on nous doit. Alors, quand on parle du retour de Blaise Compaoré, c'est vrai que la manière peut faire débat, mais on est tous unanimes qu'aujourd'hui, au regard des dossiers judiciaires et aussi
partie du processus de réconciliation nationale qui est en cours. Il faut forcément que Blaise Compaoré soit là, mais une fois qu'on évoque son retour, ça suscite, ça cristallise les passions. Est-ce que vous comprenez un peu cela, juge Bougma? Oui, mais je comprends que ça cristallise les passions parce que c'est une histoire qui a commencé à s'écrire avant, pendant et après la Révolution. Alors, il faut qu'il rentre. Quand on commence le processus pour qu'il rentre, ça fait aussi débat. Oui, et après la parenthèse de la Révolution, les choses ont continué jusqu'à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Nous ne voulons pas aussi qu'il y ait un coup d'État qui est passé par là, où l'homme a été soupçonné à tort ou à raison. Voilà. Il s'en était offusqué, il avait même écrit entre temps pour dire de retirer son nom de certains dossiers, même des accusations pour collaboration avec les terroristes, tout ça. Blaise avait écrit, on avait vu cette lettre qui avait fuité dans Jeune Afrique pour dire non, il se désengage. Après aussi, il avait son offre de la main tendue au pouvoir Kaboré. Et on se rappelle que M. Herman Amegoye, je cite encore, dit qu'il a des preuves que la main tendue n'est plus ballante, pour reprendre son expression, et il a dit ce jour-là avec preuve à l'appui. C'était au tribunal de l'actualité ici. Et donc, ça cristallise les passions, oui. Ça, je suis tout d'accord, parce qu'on ne peut pas traiter ça, parce que ceux qui veillent sur ces dossiers-là sont tous passionnés d'ailleurs. Prenez le dossier Thomas Sankara, insurrection populaire, des insurgés qui veulent en découdre, des gens qui sont blessés, qui portent sur eux des séquelles de quelqu'un qui voulait un prolongement des mandats. Ça s'entend que effectivement cela puisse cristalliser la passion. Mais maintenant, il y a aussi un problème à régler. Il y a un dossier judiciaire qui avance, avec également des personnes impliquées. Mais que l'appareil judiciaire soit en train de faire son travail ne doit en principe pas empêcher également que le gouvernement, dans son élan politique, également fasse ses actions. Maintenant, à l'arrivée, chacun joue sa partition. Comment est-ce qu'on regarde tout ça? C'est beaucoup plus là que l'équation d'ensemble là. C'est à ce niveau que les choses effectivement se retrouvent. Prenons encore le cas ivoirien. La CPI blanchit Gbagbo et Blé Goudé, qui sont libres, peuvent rentrer. C'est depuis qu'ils ont été blanchis. Ils ne sont pas encore rentrés. Parce que monsieur politique n'est pas encore prêt. C'est comme l'a dit M. Prosper Farama dans une de ses interviews, le droit c'est une affaire de rapport de force. Et sur le gouvernement qui n'a pas encore pris cela en compte, il se gourre et il se trompe. Ça, c'est dans une interview qu'il a accordée à Libre Info. J'en avais fait d'ailleurs un avant-propos ici. Donc, il y a ces éléments-là également qu'il ne faut pas perdre de vue. Maintenant, nous sommes dans un contexte où, effectivement, la justice entend faire son travail. Les réconciliateurs entendent également faire leur job, comme on le dit. Mais comment est-ce qu'ils vont s'accorder? Est-ce que dans les échanges qui ont eu lieu, l'offre de rentrée de Blaise Compaoré est assortie de conditions? Accueil triomphal ou non? Vous arrivez, vous êtes accueilli dans une géole à la Mako ou bien en résidence surveillée, à Ouagadougou, à Ziniaré, ou bien dans une enceinte militaire. Peut-être que M. Politique règle ces questions par rapport à comment est-ce qu'on le sécurise et où est-ce que quand il va rentrer, où il y sera. Si M. Compaoré aussi n'entend pas rentrer dans ces conditions parce que c'est tout de même un ancien président, pour reprendre les termes de Juliette Bonkungu, c'est tout de même un ancien président dont il faut traiter aussi avec toute la dignité et les honneurs qui vont avec. Qu'est-ce qu'on fait? Donc si monsieur n'entend pas aussi rentrer, dit bon écoutez, je me mets à la disposition de la justice, mais en tant qu'ancien chef d'État, j'ai besoin d'un minimum de ménagement. Peut-être aussi c'est pour discuter clairement de ces conditions. Vous rentrez, vous mettez à la disposition de la justice, et le procès est fini, monsieur politique prend son stylo et puis il fait autre chose. En fonction de la peine, c'est comme au Mali, condamné à mort, Moussa Traoré condamné à mort, Alpha Oumar Konaré fait qu'au mieux ça a perpétuité, puis bon la suite on la connaît par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport au dossier. Est-ce qu'on va arriver dans un tel arrangement politico-judiciaire? Je ne sais pas. Mais les méandres de la politique et de la justice, c'est tel que voilà. Donc j'ai dit maintenant c'est d'accepter qu'il y a un dossier aussi qui est là, parce qu'on ne peut pas parler aussi du pouvoir de Compaoré et dissocier l'épisode, l'évolution de l'épisode Sankara.
parce que la mort de Sankara a profité directement à Blaise Compaoré comme président de la République. On ne peut pas dissocier les deux. Et les explications, comment est-ce qu'on est arrivé là, tout est connu. Qui sont les acteurs directs, bénéficiaires directs, acteurs secondaires, tout ça c'est connu. Il y a toute une littérature là-dessus. Beaucoup de langues se sont maintenant déliées. Donc le juge a suffisamment d'éléments sur la main. Donc toute cette chose-là, elle est connue. Maintenant, il y a des familles qui entendent également de faire le deuil, qui entendent de faire un certain nombre de choses et qui attendent. C'est ça aussi. Je pense que c'est sur ces questions-là maintenant. Voilà. Donc, que des gens aient eu à un moment donné la charge de l'État et aient commis des erreurs, je dis bien, dans la façon de faire, croyant bien faire, on peut comprendre. Mais accepter l'assumer aussi. Je pense que c'est ça aussi qui implique le mot responsable. La responsabilité aussi, c'est accepter, assumer qu'à un moment donné, on a pris des décisions, on a fait commettre des actes, mais on avait tout faux, on regrette. C'est ça aussi la responsabilité. Est-ce qu'on pourra avoir le courage, est-ce qu'on aura des hommes capables d'assumer effectivement de telles postures, de telles positions pour qu'on puisse avancer? Donc, je pense aussi que il y a c'est pas un élément effectivement à perdre de vue. Mais ça passionne, l'aspect passion, ça va être difficile de l'enlever. Je pense que c'est ce qui fait que le pouvoir fait très attention, parce qu'il dit nous on marche sur des œufs, vous connaissez Facebook, vous connaissez les Burkinabés, c'est sous cela, mais comme je l'ai dit, je suis d'accord avec Gama Geoffroy que même un communiqué aurait suffi pour nous dire qu'ils se sont rencontrés. D'accord. Mais votre dernière question elle est intéressante. Est-ce que on veut que Blaise revienne? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ne veuille pas que Blaise revienne. Lui-même il veut revenir. Tout à fait. Parce que pour avoir été président pendant aussi longtemps et rester au Burkina et tout, vous êtes forcément dans un inconfort lorsque votre sort est lié à quelqu'un qui est président, qui a de bons liens avec vous. Si Alassane n'est pas là, vous êtes quoi? C'est ça aussi la réalité. Si les choses changent, qu'est-ce qui pourrait advenir de vous? Donc c'est un inconfort, quoi qu'on dise, quand on n'est pas chez soi. Et puis, deuxième élément, pour moi, c'est que tout le monde veut bien que Blaise vienne, mais vienne pourquoi et être comment là? Dans quelle situation? C'est ça qui est le problème. Certains veulent qu'il vienne en tant qu'ancien président avec tous les honneurs et tout. Il y en a qui disent oui, ancien président, mais qui aurait commis aussi un certain nombre d'éléments. Il faut qu'on sache si il y a participé et auquel cas que force reste à la loi et qu'il réponde. Donc je pense que c'est ça aujourd'hui le débat. Ce n'est pas est-ce que Blaise doit venir, c'est quand il vient là, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. En tout cas, merci pour ces différentes clés de lecture. Nous allons suivre de très près cette actualité-là et pourquoi pas revenir là-dessus au tribunal de l'actualité. Nous allons évoluer vers le deuxième sujet qui est retenu pour la présente convocation. Je le disais, le président du Conseil militaire de transition tchadien, le général Mohamed Idriss Déby, a effectué une visite au Niger. Une visite pour galvaniser les soldats tchadiens dans le cadre de l'opération engagée dans la lutte contre le terrorisme avec le G5 Sahel. Alors, on l'a dit, plus de 1200 hommes que le Tchad a envoyés au niveau de la zone des trois frontières, Burkina Faso, Mali et Niger. Alors dans son premier discours officiel, il avait dit le Tchad tient à respecter ses engagements pris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Au-delà du discours, on peut dire aujourd'hui qu'il y a un acte qui a été posé et c'est un signal fort. Juge Bougma. Oui, Déby fils emboîte les pas de son père. Donc, je pense, quand le maréchal a disparu, les commentaires, les indignations dans cette bande-là, c'est comment est-ce qu'on va devenir, c'est toute cette crainte qui est exprimée, qu'est-ce qui va se passer. Et il y en a d'ailleurs qui ont trouvé l'explication du regain des attaques terroristes dans la sous-région, et qui trouve l'explication par la disparition de Déby. Oui. Donc, qu'il lie le sort des pays de cette bande-là au Tchad, annoncé comme un sauveur, comme le Messie. Et donc, quand on a dit qu'il y a des colonnes de l'armée tchadienne qui étaient venues au niveau de la zone des trois frontières, on commençait à repartir, on a vu toute l'indignation et toutes ces personnes-là qui sont attristées sur Facebook. Alors qu'en son temps, je disais aussi, c'est un défi aussi qui nous est lancé, travaillant aussi à rendre nos armées fortes. Donc, il arrive au Niger, mais il part également galvaniser ses troupes au front avec ce message, soyez vigilants, restez vifs. Voilà, donc, je dis bien c'est à l'image de son père, mais c'est en même temps un coup de com', et puisque c'est pour assurer
qu'il n'y aura rien. Les soldats resteront en position. Le Tchad tient ses engagements. Le Tchad tiendra ses engagements. Parce que la réalité aussi, c'est un débit fils qui a besoin d'être adoubé par non seulement la sous-région, par les populations de cette zone, voilà, et même au-delà. Donc il va falloir également qu'ils ménagent sur ce front-là. Donc en venant rassurer, au Mali c'était 72 heures de deuil. Au Niger également, le deuil a été célébré. Donc la réalité aussi, c'est quelqu'un qui vient en ami. Il dit bon, les engagements des papas vont tenir, parce que c'est en même temps des engagements de l'État tchadien. Et il dit aux soldats, le meilleur hommage, les meilleurs honneurs que vous devez rendre au maréchal, c'est de continuer le combat en restant vigilant et en étant vif. Donc, c'est aussi bien, je dis bien pour son image, parce que rester à N'Djamena et donner des ordres, ce n'est pas quelque temps après la disparition de son père qu'un tel comportement peut marcher. Mais en venant sur le terrain, c'est aussi le général qui marque son territoire, parce que c'est un général de l'armée tchadienne qui a combattu au Mali. Donc qui vient également sur le terrain en tant que général pour dire bon, je viens rendre visite aux troupes. Donc il y a un aspect comme qu'il ne faut pas perdre de vue, mais qui a eu l'effet aussi de réussir, parce que peut-être certains ne l'attendaient pas là-bas, ou s'il l'attendait, pas maintenant, se disant que c'est pas ce qu'il allait vite venir, et peut-être que le Tchad allait retirer, bref, et avec le combat aussi qui a opposé l'armée tchadienne au FACT, aux rebelles du FACT, et avec ce qui s'est passé. Donc j'ai dit bien, c'est quelqu'un qui semble en tout cas avoir pris en main son pouvoir. Maintenant, les questions de droits de l'homme, les questions du coup d'État consommé, avec l'onction de la communauté, de la fameuse communauté internationale, bon, ça c'est acté. Donc il y a toujours de l'indignation. Il y a des Tchadiens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord et qui continuent de s'opposer à cette façon de faire. Donc des démocrates africains également qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Donc cette visite ne peut pas faire perdre de vue également ces aspects liés aux questions de la démocratie. D'accord. Alors le leadership du Tchad dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans l'espace G5 Sahel, reposait surtout sur la personne de Idriss Déby, qui avait un caractère bien trempé. Alors aujourd'hui, est-ce que son fils est dans la même dynamique quand on regarde aujourd'hui ce qu'il pose comme action et surtout dans le discours, juge Var? Non, quand on regarde, le fils n'est pas différent du père. Regardez aussi comment il essaie de battre toute protestation au sein du pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, il tente de montrer un autre visage. Je pense qu'il y a une marche qui était prévue pour demain, qui exceptionnellement a été permise. Donc ça veut dire qu'il est peut-être à l'écoute de ce que aussi son premier soutien français soit un peu dans un inconfort face à sa façon de gérer la communication qui est en train d'être faite outre Tchad là-dessus. Maintenant, il est, je l'ai dit encore, comme son père, parce qu'il allait à la bonne école aussi, quoi qu'on dise. Il était, tout comme les autres fils de Déby, très proche. Et puis on a l'impression que quand vous regardez au fond, Déby père a prévu en chacun de ses fils des gens de plan B à lui. Il les a formés comme il fallait. Ils ont pour la plupart suivi un peu les mêmes types de formation avec des écoles militaires et tout. Vous voyez que c'est un peu le même profil. Et puis vous voyez que c'est vrai qu'il y a ce conseil militaire là, de transition, mais il y a le noyau dur qui est la famille Déby qui tente de garder la chose. Aujourd'hui, le directeur de cabinet adjoint par exemple de Marmac, c'est bien son demi-frère. Et selon certaines indiscrétions, il aurait rencontré il y a quelques jours le président rwandais. Je pense Kagame, il a rencontré Denis Sassou Nguesso, il a rencontré Paul Biya, qui sont des proches qui étaient des proches de son père. Donc il y a une offensive diplomatique qui est en train d'être menée. Et puis n'oublions pas aussi quelque chose, c'est que même quand il va au Niger, il choisit d'y aller depuis c'était hier, non? C'est parce qu'il sait, et il vient de la zone des 3 frontières. Il sait ce que ça vaut, les 1200 Tchadiens qu'il y a dans cette partie-là. Il sait ce que ça vaut comme force à prendre en compte. Il dit quoi? Il est venu leur comment dire ça, comme en Afrique, présenter ses condoléances, leur présenter leurs condoléances pour le départ de son père à ces 1800 soldats, parce qu'il sait que ces messieurs-là répondaient vraiment de son père. Mais quand il vient et il dit ça dit c'est des trucs que je garde, mais il faudrait aussi que vous m'aidiez à rester. Ça c'est une réalité. L'Union africaine aujourd'hui,
qu'est-ce qu'elle doit décider? Elle doit décider des sanctions possibles s'il devait y avoir contre le Tchad, contre le pouvoir tchadien aujourd'hui. Parce que le Tchad a décidé de mettre à côté la Constitution, ce qui est proscrit de la façon de fonctionner de l'Union africaine. Logiquement, vous devriez subir les courroux et donc avoir des mesures punitives à votre endroit. Mais aujourd'hui, on a une Union africaine aussi qui est là, pieds et mains liés, parce que déjà, celui qui tient le micro, qui est Emmanuel Macron, a déjà dit sa posture. Il y a un soutien qui est plus qu'avoué au Conseil militaire de transition aujourd'hui au Tchad. Vous voulez que celui qui tient le micro dise quelque chose et que ça ne résonne pas de la même façon, alors qu'il y a des bonnes baffes qui transmettent le son là au niveau de l'Union africaine, ça va bien s'entendre. Donc c'est clair que même si peut-être on va avoir des sanctions, il y aura, je me demande même si on pourrait même en avoir, mais ils sont dans un inconfort terrible et je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont essayer de diluer ça au maximum, mais on sent déjà ce que ça va donner. Donc je veux dire, l'un dans l'autre, avec la question française et son accompagnement, ce que d'un point de vue diplomatique, Mahamat et toute la famille Déby et le conseil militaire, on va dire comme ça, est en train de mettre en branle, on se rend compte qu'ils essaient de déjà garder la main pour ce qu'ils ont déjà tenu. C'est comme un genre de pression, soit on les met dans ce confort-là, et on continue d'avoir l'implication militaire qu'on a dans les zones des 3 frontières et ce qu'on sait de résultats probants de la contribution des forces tchadiennes, ou bien on remet tout ça en cause. Et ça sera vraiment difficile. D'accord. Alors c'est vrai, on l'a dit, les militaires tchadiens restent dans les rangs pour ce qui est de la force G5 Sahel, mais pour beaucoup, avec le décès de Déby Père, forcément il y a une redistribution des cartes et certains chefs d'État doivent aujourd'hui davantage s'engager dans la lutte, notamment le président burkinabé qui, du fait justement de ses 2 mandats au pouvoir, est devenu aussi un acteur incontournable. Puisque d'ailleurs c'est le doyen du G5 Sahel, c'est pratiquement le doyen en termes de durée au pouvoir. Oui, tout à fait. Donc tout le reste, il les a vus venir. Au Niger, c'est un nouveau chef d'État. Au Niger, c'est un nouveau. Au Mali, on est en transition. La Mauritanie, également, c'est un nouveau qui n'a pas encore fini d'ailleurs son premier mandat aussi. Donc, c'est pratiquement, j'ai dit bien le doyen, qui a aussi été président du G5 Sahel, qui naturellement, sur un certain nombre de dossiers, a eu une longueur d'avance par rapport aux autres. Maintenant, il y a d'autres également qui étaient au cœur, parce que le Bazoum est un ancien, Bazoum a été ministre des Affaires étrangères. Donc, les dossiers sécuritaires, ce ne sont pas des dossiers que Bazoum ne maîtrise pas. Non. Même le président de la transition malienne, ce ne sont pas des dossiers qu'il ne maîtrise pas. Mais maintenant, il y a un avantage par rapport aux nouveaux éléments, parce qu'il y a des niveaux aussi d'information que quand on est chef d'État, on peut accéder par rapport effectivement à un ministre. Donc, beaucoup de regards, pour ne pas dire tous les regards, sont plus tournés vers Ouagadougou, vers le président Kaboré, qui a effectivement, comme on le dit, a du boulot. C'est d'ailleurs lui qui a passé la main à Déby au terme de son mandat au niveau du G5 Sahel. Donc, il y a beaucoup de regards aujourd'hui qui sont tournés vers le Burkina Faso par rapport à une telle situation. Donc, maintenant, lui seul, il ne pourra pas, et aucun pays seul d'ailleurs ne peut. Et il faut même aller au-delà des pays de cette bande sahélo-sahélienne-là par rapport au cadre de la lutte contre le terrorisme. Même au niveau de l'Union africaine, il y a beaucoup il y avait des chefs d'État qui avaient commencé à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la succession père-fils. Et quand Tshisekedi avait rendu visite à Macron, c'était ressorti. Maintenant, bon, j'ai l'impression que ces éléments sont en train d'être tus. Vous voyez, le premier ministre issu de l'opposition, et avec 40 ministres. Tout ça, c'est certainement pour pouvoir préparer la transition. Donc, tout porte à croire que les chefs d'État, comme je vais le dire, vont faire avec. Mais c'est vraiment un malaise profond, c'est un mal-être. Ils sont très gênés par cette situation. Mais bon, ils sont en train de s'accommoder avec, parce qu'ils disent,
au nom de la au nom de la paix, au nom de la stabilité. Bon, même la grande France était obligée de dire que on ne permettra pas de mettre en cause la stabilité du Tchad. Cela s'entendant par le fait qu'on ne voudrait pas que quelqu'un dérange le fiston. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, laissez-le tranquille pour qu'il finisse, parce que si vous voulez amuser à l'enlever, on peut avoir de l'instabilité. Moi, c'est comme ça, en des termes simples, c'est comme ça que je perçois le message. Et j'ai l'impression que les autres chefs d'État également se sont rangés dans cette logique-là. Il faut faire avec. Merci, messieurs les juges. Nous sommes au terme de cette émission. Alors, nous avons eu votre regard sur ces deux actualités-là, la visite de Zéphirin Diabré en Côte d'Ivoire et notamment la rencontre avec l'ancien chef d'État Blaise Compaoré. Nous avons également parlé de l'actualité tchadienne avec la visite du général Mohamed Idriss Déby dans la région, la zone des 3 frontières Burkina Faso, Mali et Niger, en tout cas en lien avec la question du terrorisme. Merci pour ces différentes clés de lecture. Alors, nous allons donner rendez-vous demain pour le même exercice, poser un regard critique sur l'actualité manatana. Nous allons vous demander, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders, de rester fidèles à nos programmes. Excellente journée.